Je me demande de quoi on va parler aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur Delevated, comment allez-vous les copains? Nous en tout cas ça va pas mal parce qu'on est allé voir Alien Romulus au cinéma. Et ça nous a donné envie de reparler un peu de toute la saga Alien. D'ailleurs il y a pas si longtemps en vidéo on vous a demandé ça. Si vous voulez voir une vidéo où on classe tous les vendredis 13 de la saga, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et du coup vu que l'idée de classer une saga ça a l'air d'être quelque chose que vous avez l'air d'avoir envie de voir, on s'est dit que ce serait bien de commencer par la saga Alien. Lui dire ça tombe bien, ça tombe dans l'actu, pour une fois on n'est pas complètement à la ramasse. Alien Romulus fera donc partie du classement, on va en parler et on va un peu spoiler. En vrai c'est intéressant de commencer par une saga comme Alien parce que c'est une saga qui est super variée, il y a des réalisateurs différents à chaque opus de la saga presque, ils ont presque tous des directions artistiques qui sont radicalement différentes et globalement à peu de choses près il n'y en a pas un seul qui se ressemble. Mais c'est tous plus ou moins des bons films donc c'est intéressant de se faire un petit classement. En plus clairement classer une saga comme Alien ça met tout le monde d'accord, les amateurs de science-fiction, d'horreur, tout le monde s'y retrouve dans une saga comme Alien. C'est fédérateur. Dans l'espace vous serez ensemble. On a vu du coup les 7 films Alien sortis à ce jour d'affilée, on n'a pas vu de film entre deux visionnages pour pas se polluer, et sauf comme moi à part Alien Romulus évidemment on avait vu tous les films Alien avant, et en vrai après revisionnage il y a certains films qui ont un petit peu changé à mes yeux. Parce qu'il y a certains opus de la saga Alien qu'on a découvert quand on était gamin, donc forcément la relation que t'as avec un film quand t'as 8 ans, elle change un peu quand tu grandis. Avant de commencer à classer les opus, on va parler un peu d'à quel point la saga Alien c'est une saga monstrueuse dans le cinéma d'horreur. Tout commence avec le premier film, Alien, le 8ème passager, sorti en 1979, puis Aliens de James Cameron en 1986, ensuite Alien 3 ou Alien Cube de David Fincher en 1992, Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet en 1997, La résurrection. La Résurrection. Les Jesus. Ensuite la saga se met en pause jusqu'à Prometheus en 2012 réalisé par Ridley Scott, le papa d'Alien en fait, puis la suite Alien Covenant réalisé aussi par Ridley Scott en 2017. Et maintenant ils annoncent Alien Earth, la série qui sortira apparemment en 2025. Donc c'est bizarre à dire en 2024 mais on n'a pas fini d'entendre parler d'Alien. Évidemment la saga est cultissime et ça on le doit notamment au travail de Hans-Rudi Giger sur le design de la bestiole. Enfin on le doit à énormément de choses mais moi j'ai envie de parler de Hans-Rudi Giger, ok? C'est lui donc qui a designé le Xénomorphe, l'alien principal antagoniste de la saga, et c'est très fidèle au style de l'artiste. Le style de Giger transpire dans toute la saga, du premier au dernier, et c'est probablement un des trucs les plus réussis de tout ce merveilleux bordel que constitue Alien. On est dans la biomécanique organique chelou qui fascine autant qu'elle l'émoustille. Ouais, dans Alien, il y a beaucoup d'images ou de symboles qui renvoient directement à la saucisse, quoi. La saga Alien c'est un monument de culture pop au point que ça a eu droit à son crossover avec la saga Predator. Et pour ceux qui se demandent, non, Alien vs Predator ne feront pas partie de ce classement. On les a revus au moment du tournage hier ou avant-hier et franchement on n'est pas encore prêt à en parler. Mais si vous voulez qu'on en parle, rien ne vous empêche de nous le spammer en commentaire, on vous fera une vidéo spéciale sur Alien vs Predator et Alien vs Predator Requiem. Il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux faire une vidéo sur Alien vs Predator? Je ne sais pas. Bref, on va passer dans trop longtemps à l'introduction sur la saga Alien, surtout que la plupart d'entre vous la connaissent probablement déjà par cœur, vous avez juste envie de savoir quel film Alien on met en dernier pour pouvoir nous cracher à la gueule en commentaire. Parce qu'on sait que vous voulez du sang. Et on va vous donner du sang. Donc sans plus attendre, passons au classement. En dernière position du classement, le pire film de la saga Alien, le roulement de tambour. Alien Covenant. Alors j'ai vu à droite à gauche qu'il y a beaucoup de gens qui adorent Alien Covenant et je comprends pas trop. Et ça fait partie des avis qui n'ont pas changé avant et après revisionnage de la saga. Sûrement des gens bercés trop près du mur. Attention, tu vas avoir de gros problèmes sur internet. Je sais. Twitter va te traîner dans la boue. La première fois que j'ai vu Alien Covenant, je l'ai vu au cinéma à sa sortie et c'est le seul de la saga que j'ai vu au cinéma. Et quand on a relancé Alien Covenant pendant le marathon, c'était après 5 films Alien donc on était déjà assez fatigués, mais j'étais quand même prêt à donner une chance au film. Je me suis dit que peut-être j'avais passé trop de temps à facepalm au cinéma et que j'avais raté les bons éléments du film et qu'en fait j'étais passé à côté, je sais pas, d'un super film Alien. On va parler un petit peu d'histoire avant de s'étendre sur pourquoi c'était dur pour nous. Dans Alien Covenant, on suit l'équipage du vaisseau Covenant. En gros, c'est un vaisseau de colons qui cherche une nouvelle terre habitable, mais pendant le voyage, ils font face à une tempête solaire qui détruit une partie du vaisseau et tue un maximum de colons. Et aussi le capitaine du navire, qui est le mari du personnage principal. Donc t'as le personnage principal Daniels qui est en deuil complet de son mari, et nous on s'en fout un peu, on le connaissait pas. Clairement, c'est juste James Franco qui est venu pour récupérer son chèque, parce qu'on le voit dans une vidéo au début du film, et puis ensuite ciao bye bye. Enfin bref, c'est la merde, tout le monde est réveillé, et du coup, il y a un nouveau capitaine qui est promu, le capitaine Oram, qui gère assez mal la situation. Apparemment, il a peur que les gens n'aient pas confiance en lui parce que c'est un homme de foi. Ouais, le délire de la foi, c'est un truc qui est vachement présent dans Covenant. Un peu moins que dans Prometheus, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi. Enfin bref, peu importe. Ils étaient en chemin pour trouver une nouvelle terre et il se trouve qu'ils sont juste à côté d'une planète qui aurait toutes les qualités pour être habitable par leur colonie. Elle est beaucoup moins loin, donc tout le monde est ok pour s'y poser, sauf Daniels qui, elle, est moyen chaud. Et c'est peut-être la seule intuition positive qu'on aura pendant tout le film. Ouais, parce que la prise des décisions des personnages dans ce film, c'est
peut-être son plus gros défaut. L'intégralité des personnages a dû subir une ablation du cerveau, c'est débilité sur débilité. Déjà quand ils débarquent sur la Terre, ça leur pose aucun problème de débarquer sans casque, sans rien, en respirant le bon air d'une planète inconnue et en fumant une clope après avoir pissé un coup sur des champignons extraterrestres. Quand inévitablement ils se finissent contaminés, des aliens sortent du dos des gens et commencent à tuer tout le monde, ils décident de suivre la personne la plus suspecte qui puisse exister. Franchement c'est hilarant parce qu'ils tombent sur David, un androïde qu'on connaît déjà de Prometheus. Tous les personnages semblent lui faire absolument confiance à la seconde où ils le rencontrent, et évidemment ils le croient sans problème quand il leur dit qu'ils sont en sécurité dans un endroit sans mur ni fenêtre. Les personnages sont vraiment stupides, ça on l'a vu, mais en plus ils sont pas super attachants, la plupart du temps ils sont assez énervants. Et le Covenant c'est aussi toute une love story. La plupart des personnages sont en couple, c'est pas un problème, mais souvent ils sont définis par rapport à leur couple. Et être défini uniquement via son couple, c'est franchement très réducteur. Le sous-texte du film en général est pas du tout subtil, ça on l'a vu avec la scène entre Walter et David. Et un des propos du film c'est la création, et là non plus c'est pas du tout subtil. Toute cette histoire avec David, l'Arche de Noé, sa création du xénomorphe, qui fout carrément le bordel d'ailleurs dans ce qu'on pensait savoir sur le xénomorphe avant de mater Covenant. Chez Delvetid on n'est pas très friand des films qui enfoncent la religion au fond de la gorge. Et évidemment dans un film alien ce qu'on a envie de voir c'est un xénomorphe qui se tient. Et ça dans Covenant c'est compliqué aussi. En fait tout au long du film on voit des créatures cheloues qui ressemblent plus ou moins à des xénomorphes mais qui sont pas exactement des xénomorphes. Et j'ai aucun problème avec ça, si ce n'est que c'est un peu le bordel de comment ça arrive ces trucs là. Il y a une espèce de matière noire et c'est ça qui crée les xénomorphes au début du film. Les militaires ingèrent d'une façon ou d'une autre cette matière noire en sport et il y a un alien qui se développe en eux et qui sort. Et à la toute fin du film on a une merveilleuse scène où David attire le capitaine vers les œufs. Les fameux œufs qu'on connaît tous de la saga Alien. Sauf qu'apparemment c'est lui qui les a fait les œufs, d'une manière ou d'une autre. C'est complètement con mais on continue. Il arrive donc à attirer le capitaine vers les œufs alors que le capitaine sait à ce moment là que David est une raclure. C'est-à-dire juste avant il a tiré sur un alien et David a réagi comme ça. Ensuite, il voit la tête de sa collègue flotter dans un bassin. Bref, malgré tout ça, il le suit quand même. Quand je dis que les personnages sont cons, c'est vraiment à ce point-là. Et ça va encore plus loin. Le mec voit l'œuf s'ouvrir devant lui, il se penche au-dessus de l'œuf, bien comme il faut pour que le facehugger lui attrape la gueule. Tu peux pas faire plus stupide que ça. Bref, après cette merveilleuse scène, un xénomorphe tel qu'on le connaît cette fois sort du capitaine. Et c'est festival de CGI pourri. Ils font absolument tout ce que tu dois pas faire avec le xénomorphe. Ils le montrent en plein pied, ils le montrent en pleine lumière, en tout petit, dans un plan super large où tu vois le vaisseau. Ils font absolument tout pour retirer le côté terrifiant du xénomorphe. Et globalement, toute cette scène est désastreuse. Sans parler de l'espèce de faux suspense de fin entre les deux androïdes qui tient pas une seule seconde. Bref, Covenant, c'est nul, dernière place du classement. Désolé pour ceux qui ont aimé. On passe à la suite. On va voir le nombre de gens qui se sont désabonnés juste à ce moment-là de la vidéo. Oui, restez abonnés. Abonnez-vous. Restez abonnés et abonnez-vous si c'est pas le cas. En avant-dernier à la 6ème place du classement, Prometheus. Ouais, c'est pas une énorme surprise du coup. Je dirais que si Covenant est une place en dessous dans le classement, c'est juste parce qu'il a fait les mêmes erreurs. Et Prometheus c'était déjà franchement une bouse. Ce qui est le plus frustrant avec Prometheus, c'est que c'était vraiment la promesse d'un nouvel alien un peu retour aux sources. C'est Ridley Scott, le papa du premier alien, qui revenait avec un nouvel opus. Franchement ça donnait espoir. C'est à cause de Prometheus. Dans Prometheus, on suit l'équipage du vaisseau Prometheus. Je sais, c'est non seulement très original, mais en plus très subtil. L'équipage est mené par Shaw et son compagnon qui vont chercher leur créateur. Bon, dès le départ, au niveau du scénario, c'est complètement con. Ils sont allés voir dans des grottes de Lascaux, ils ont vu un dessin d'un grand bonhomme qui montrait une constellation, et ils ont décidé de filer vers la constellation pour rencontrer le grand bonhomme, en espérant que ce soit leur créateur. Ouais, il y a tout un délire autour de la foi, et c'est encore plus présent que dans Covenant. Ah, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que les créateurs en question qu'ils cherchent, ils les ont appelés les ingénieurs, et on en voit un dans la scène intro du film. On a un espèce de gros bodybuilder tout lisse en slip qui boit une espèce de potion et qui se désintègre dans l'eau. Bref, Prometheus c'est plus ou moins les mêmes défauts que Covenant en fait, avec une grosse emphase sur le sous-texte religieux et la recherche de créateur. Et avant qu'il commence à se passer vraiment quelque chose dans le film, on a bien 1 heure de discussion autour de grands sujets sur la création et de focus sur des personnages dont clairement on a rien à foutre. Alors pour le coup, visuellement Prometheus c'est une petite claque. Et si ça avait pas été un film alien ou un film qui essaie d'être alien, mais plutôt un petit film de SF un peu séparé, franchement j'aurais eu un autre regard dessus. Mais là il essaye de reconnecter les bouts avec le premier alien et ça fonctionne pas du tout. Et du coup t'as l'impression qu'il se force à rentrer dans un lore qui correspond pas du tout au film. Et c'est con parce que t'as quand même des scènes qui sont assez cool, comme l'idée de la scène de la césarienne. C'est un peu triste en fait, c'est même un peu déprimant de regarder Prometheus et Covenant. Les personnages sont tout aussi cons que dans Covenant, peut-être légèrement moins, mais bon, t'as un type qui se perd à un moment dans le film et c'est le type qui cartographiait l'endroit qu'ils étaient en train d'explorer. C'est quand même con. Ah oui putain, ça il faut que j'en parle. Peter Weyland dans le film. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette vieille prothèse? C'est quoi ce maquillage? C'est quoi cet enfer? On dirait qu'il est fait en cire et qu'il est en train de pourrir sur place. Il fait penser à Jackass. Tu sais, quand il se déguise en vieux. Mais oui, on dirait Johnny Knoxville quand il se déguise en vieux dans Jackass, t'as complètement raison. Ouais, c'est ça.
Mais pour une grosse production, ça fait chier. Ah, c'est affligeant. Ah, quelque chose dont on n'a pas parlé non plus pour Covenant, mais qui est aussi valable pour Prometheus, c'est l'espèce d'écart bizarre qu'il y a pour la technologie entre Prometheus, Covenant et le premier Alien. Ouais, parce que Prometheus et Covenant, ça se passe avant Alien, c'est des préquels. Du coup, pourquoi la technologie est aussi développée par rapport au premier Alien, où tout est fait de grosses diodes et de gros morceaux de plastique? Enfin bref, Prometheus c'est un peu mieux que Covenant, on s'est un peu plus marré devant, mais ça reste tout aussi mauvais. 6ème place. Allez, on passe à la suite. En 5ème position du classement, on retrouve Alien 3 de David Fincher. Alien 3, s'il est dans cette position, à mon avis, c'est pas entièrement de sa faute, parce que c'est un film qui a été méga charcuté, et d'ailleurs, ça a été une production ultra chaotique. C'est notoriété publique que David Fincher a désavoué le film, c'était son premier film, et ça a été une expérience affreuse pour lui. Faut savoir, il est bien retombé sur ses pattes quand même. Alien 3, c'est le film où Ripley atterrit dans une planète prison entourée de prisonniers, violents, meurtriers, un super environnement pour une femme. Parce que justement, c'est là tout l'intérêt du film, c'est que l'environnement direct est dangereux pour Ripley. D'ailleurs, plus que les aliens pendant un moment. Le gros point fort d'Alien 3, c'est la construction de son univers et de son environnement. On est quasiment dans du post-apo en fait. Les prisonniers sont complètement coupés du monde et eux ont constitué un genre de société à leur manière. Donc ils ont un genre de religion, mais ça aussi c'est un peu à leur sauce. Parce que ça reste des sales raclures et comme le disent les personnages, c'est pas parce qu'ils ont trouvé Dieu que ça en fait des bonnes personnes. Et ça c'est plutôt quelque chose qui m'intéresse comme réflexion. Un point pour le film. Les personnages sont un peu plus creusés, notamment le personnage de Ripley qui là pour la première fois a une aventure avec un personnage du sexe opposé. Et ça aussi c'est plutôt bien amené, on sent que c'est pas vraiment une romance. Elle a des pulsions physiques et elle les assouvit avec une personne qui est pas trop dégueulasse, qui a un peu d'hygiène et qui est pas trop con. En termes de scénario, c'est un peu plus léger parce qu'on est plus dans du survival finalement. On a peur que ça dégénère un peu à chaque instant et il y a une tension qui est palpable. Le xénomorphe dans Alien 3 arrive sous la forme d'un espèce de xéno-chien. Et même s'il est à nouveau seul contrairement à Aliens, le xénomorphe est vachement menaçant dans Alien 3. Il fait beaucoup de victimes et il est dur à coincer. Et même si David Fincher a désavoué le film, en termes de réalisation, franchement ça se tient. Il y a des scènes absolument iconiques comme le plan du xénomorphe qui est à quelques centimètres du visage de Ripley. Il y a de l'humour, il y a un peu de gore, franchement on passe un bon moment devant Alien 3. Mais il y a quand même de gros défauts. En fait c'est à partir d'Alien 3 que je commence à plus du tout me rappeler du nom des personnages après avoir fini le film. Et ça c'est un problème quand même. Il y a aussi de gros problèmes de montage avec des coupures qui sautent un peu aux yeux. Et ça peut un peu s'expliquer par la production qui a été chaotique. Mais quand même, un gros défaut du film c'est aussi la CGI. Il y a vraiment des plans qui piquent les yeux avec le xénomorphe. Bref, Alien 3 c'est un gros film malade. Il est un peu mieux que Prometheus mais on n'y est pas encore. On gravit les marches petit à petit. Alors on passe à la suite. En 4ème position du classement, on a beaucoup hésité et on a choisi Alien Romulus. Attendez. Quand on a su qu'ils allaient sortir Alien Romulus et que ça allait être réalisé par Fede Alvarez, en vrai on était plutôt contents parce que nous on aime bien Fede Alvarez. Déjà on a bien aimé son Evil Dead de 2013, pour nous il est bien au-dessus d'Evil Dead Rise. Il était généreux, tu vois, un peu comme une bonne raclette. Pour une saga comme Alien, c'était intéressant de voir un cinéaste comme lui s'y attaquer. Du coup, pareil réussi ou pas? Bon, s'il est qu'à la 4ème position, c'est que c'est pas génial non plus. Mais franchement, bah c'est pas mal. Alien Romulus, au niveau de la timeline, ça se situe entre le premier et le deuxième Alien. On suit Rain et son frère Andy, qui est un droïde un peu défectueux, qui travaille en semi-esclavage dans une espèce de planète-usine et qui essayent de gagner leur billet pour une vie meilleure. D'ailleurs, la première partie du film construit un univers assez cool, ça rappelle un peu Brésil avec cette administration impossible qui réduit les gens en esclavage et cette entreprise qui contrôle un peu tout, enfin c'est franchement cool. Mais évidemment, c'est pas dans l'intérêt de la compagnie Weyland-Yutani et ils ont assez peu de chances de sortir de là un jour. Mais Rain, elle a de la chance parce qu'elle a des potes qui ont repéré une espèce de station qui flotte un peu au-dessus de la planète dans laquelle il pourrait bien y avoir les ressources nécessaires pour que tout le monde puisse se barrer sur une autre planète et enfin arrêter de travailler pour rien. Déjà, je trouve que la prémisse est cool, on suit des jeunes un peu en galère et ça change complètement du type de personnage qu'on a l'habitude de suivre dans la saga. Évidemment, problème, la station est infestée par les œufs, les xénomorphes et surtout les facehuggers. Et du coup, les jeunes vont pas passer un super moment à bord. En vrai, il y a plein de trucs qui sont vraiment top dans le film. Et il y a aussi plein de trucs qui sont beaucoup moins. Et c'est ça dont on va parler, du coup. Déjà, quand le film commence, c'est assez bluffant parce que les films Alien, traditionnellement, commencent par une scène dans l'espace. Et là, c'est le premier film Alien qui commence dans le silence complet. Donc on est déjà dans une espèce d'approche un peu plus réaliste du truc. En tout cas, ça nous a un peu surpris au cinéma et c'était cool à voir. Clairement, l'intro, elle fait aussi référence à 2001 Odyssée de l'espace parce que t'as ce plan sur l'espèce de monolithe dans lequel est enfermé le xénomorphe et une musique un peu à la 2001 qui revient un peu dans le film. Et c'est parsemé d'easter eggs un peu cool et de références au premier film. Après, parfois il y a un peu trop de références et ça arrive plus d'une fois dans le film. Mais quand même, je trouve qu'ils insèrent beaucoup mieux dans la saga Alien que Prometheus et Covenant, ne serait-ce qu'au niveau de la technologie. Franchement, il y a un super travail dans ce film, je trouve, qui a été fait au niveau des costumes et des décors. Ça marche super bien. Et clairement, quand on regarde le film, ça se voit qu'Alien
qu'Alien Isolation est passé par là. Dans le délire, dans la production design, dans la lumière, ça ressemble beaucoup au jeu Alien Isolation, et franchement c'est pas pour me déplaire. L'attention, je pense que c'est une des plus grosses qualités du film, elle est vraiment super bien gérée, et ça passe notamment à travers les facehuggers et l'alien, et ça c'est cool. Ouais, parce que pour citer Romain du Jumpscare, c'est Facehugger le film, et justement il y a carrément une partie du film qui se transforme presque en film d'araignée. On a vu Vermine en décembre dernier, on avait beaucoup aimé, et il y a des mécaniques d'horreur qui sont les mêmes dans Alien Romulus. D'ailleurs allez voir notre vidéo sur Vermine, vous verrez de quoi on parle. Et tant qu'on parle de Facehugger et d'Alien, là pour le coup c'est festival. On sait jamais exactement combien il y en a et où ils sont, et il y a un plan qui m'a vraiment soufflé, c'est peut-être la première fois qu'on voit ça dans la saga Alien, c'est plein de facehuggers et un xénomorphe dans le même plan. Un plan qui est plutôt classe d'ailleurs. Dans Romulus on voit jamais trop le xénomorphe, mais on le voit assez pour qu'il fasse vraiment peur. Un gros point fort pour nous, c'est aussi que c'est probablement le film Alien le plus horrifique pur et dur. Celui qui essaye de faire le plus peur et celui qui réussit le mieux je trouve. Par exemple, t'as une scène où t'as un personnage qui se cache du xénomorphe, et dans le fond on voit le xénomorphe emporter 2 cadavres dans une bouche d'aération, c'est dégueulasse, tu sais pas ce qu'il va faire avec. Ouais, ça titille la bonne corde du cerveau quoi, ça fait vraiment flipper. Et en termes de personnage, je trouve que le personnage de droïde d'Andy est vraiment cool. Non seulement il est attachant, mais en plus il permet au film de parler de beaucoup de choses et d'explorer des thèmes qui sont liés à la saga Alien de façon plus intéressante. Par exemple, au lieu de partir dans un délire de création et de l'homme qui crée le droïde à son image et tout ça, dans Romulus, le droïde il sert plutôt à parler de l'intelligence artificielle, de ses limites et des dilemmes moraux par exemple que ça peut entraîner. Un peu comme le dilemme du tramway. Et le sound design et la musique sont franchement cool. Ça accompagne parfaitement l'image, ça rend le xénomorphe encore plus épique et encore plus menaçant. C'est très sympa. Mais il n'y a pas que du bon dans Alien Romulus, et autant j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir au cinéma, autant plus j'y repense, plus je repense aux défauts en fait. Par exemple, les relations entre les personnages font super fausses, il n'y a pas un seul instant où on a vraiment l'impression qu'elles entretiennent une vraie relation. En dehors de Rain et de Andy, son droïde frère, là pour le coup ça fonctionne. En plus, la plupart sont assez caricaturaux. Par exemple, le personnage de Bjorn, c'est vraiment le connard du film. Le seul intérêt qu'il a dans le film, c'est d'être un connard. J'ai déjà dit, mais les références, c'est beaucoup trop. Là, on est à 2 doigts de la fanfiction, quoi. Quand il tape sur des lignes de code et qu'on voit Mother comme dans le premier film Mother, et qu'on voit que c'est un espèce de programme en fait, ça ancre le film dans le reste de la saga, ça fait plaisir. Quand tout le long du film, les personnages balancent des répliques cultes des précédents opus de la saga, là, ça devient carrément lourd. Évidemment, le film échappe pas à la règle et continue sur la lancée de sous-textes sexuels qu'il y a dans Alien, sauf que là, pareil, niveau subtilité, on n'y est pas du tout. Si vous voulez, j'ai pris des notes pendant le film au cinéma et j'ai noté facehugger, ça donne le ton quoi. Un autre gros problème du film, c'est la décision qu'il a eu de faire revenir le personnage de Ash du premier. Et du coup, il y a une espèce de deepfake dégueulasse de Ian Holm pendant la moitié du film et c'est franchement pas agréable à regarder. Enfin bref, Alien Romulus c'était franchement une bonne surprise d'avoir au cinéma. Alors ouais, c'est pas le meilleur film Alien et on est loin d'être devant un film parfait, mais franchement c'est cool et pour un renouveau de saga, on peut pas demander mieux je pense. Franchement, les gars de 2024 qui découvrent Alien avec Alien Romulus, ils ont quand même de la chance. Enfin, plus de chance que ceux qui l'ont découvert avec Prometheus en 2012. T'aimes pas le film non plus? Voilà, personne n'aime ce film. Ok, c'est parti, on atteint le top 3 de la saga Alien, alors médaille de bronze, Alien Résurrection. Ouais, ok, là on va vraiment pas se faire beaucoup d'amis. Alien Résurrection, c'est un peu le vilain petit canard des 4 premiers Aliens, et y a pas grand monde qui a adoré. Mais attendez de voir ce qu'on a à dire dessus. Déjà, Alien Résurrection, parmi les 4 premiers Aliens qui sont sortis, donc genre la quadrilogie originelle, eh ben c'est franchement celui qui essaye le plus de choses en termes de mise en scène. Dire là, c'est Jean-Pierre Jeunet, c'est un auteur français, c'est un autre délire. Mais bref, je m'avance, on va parler un peu de l'histoire. Dans Alien Résurrection, Ripley est morte. Ok, c'est un clone qui a été récupéré par la compagnie pour pouvoir lui extraire la fameuse reine alien qu'il y avait dans Alien 3, si vous vous souvenez bien, pour pouvoir enfin avoir le xénomorphe et en faire une arme de guerre. Et donc après lui avoir extrait la reine alien en césarienne, Prometheus n'a donc rien inventé, la compagnie et les militaires décident de la garder plus ou moins captive sur la station spatiale sur laquelle ils sont. Dans tout ce bordel, il y a une équipe de pirates de l'espace qui vient faire une livraison sur cette même station, et c'est une équipe de gueule. On a Ron Perlman, Winona Ryder, on a aussi un Rasta qui me fait penser au chanteur de Seven Dust. Bref, les aliens sont super intelligents, du coup ils se foutent sur la gueule pour foutre de l'acide partout et réussir à sortir de leur cage de verre, et tout le monde est en danger sur la station. Globalement, c'est ça l'histoire. Ça faisait partie des films que je pensais être les moins bons, les plus faibles de la saga Alien, et quand je l'ai revu, je me suis grave éclaté. Alors non seulement c'est joli, mais en plus, le scénario tient debout, ce qui est vraiment pas donné dans la saga Alien. Le personnage de Ripley, même s'il est joué de façon un peu bizarre par moments par Sigourney Weaver, bah franchement, il est classe. Et puis il est putain de fun ce film. Je veux dire, il y a du gore, ça bouge, on s'ennuie pas. C'est probablement un des films devant lequel je me suis moins emmerdé de toute la saga. C'est vrai qu'il y a toute cette scène aussi où Ripley elle essaie de show off au basket devant Ron Perlman, et surtout elle se barre de la scène en faisant un 3 points à 5 km, c'est magnifique. Il y a des scènes qui marquent vraiment la rétine, qui sont vraiment assez choquantes niveau body horror aussi dans Alien Resurrection, parce que t'as tout un moment où Ripley arrive dans la salle où il y a eu les essais de clones avant d'en arriver à elle, c'est le numéro 8. D'ailleurs elle a le numéro 8 tatoué sur l'avant-bras. Stranger Things a vraiment rien inventé si quelqu'un avait encore un doute. Ils n'ont rien inventé, ils ont tout pépon allègrement, là comme ça, il y a encore plein de traces autour de la bouche, plus jamais. Si vous vouliez la vie d'Elevated sur la
série Stranger Things, vous l'avez. Enfin bref, revenons à Alien. Du coup, Ripley se retrouve face à plein de versions d'elle-même en mode body horror déformé dégueulasse, notamment une version à moitié vivante qui la supplie de la tuer. C'est vraiment une scène super cool, t'as une espèce d'amalgame de chair dégueulasse avec la moitié du visage de Ripley qui est sur le lit comme ça. Tue-moi. Franchement c'est cool. Et si le film est classé aussi haut, je vais pas vous mentir, c'est parce qu'il y a ma mort préférée de toute la saga dedans. C'est super fun, c'est débile, c'est trop cool, c'est la mort que je préfère dans toute la saga. Allez, une dernière fois pour se régaler. Dans Alien Resurrection, les xénomorphes sont vraiment montrés comme des bestioles intelligentes, et c'est le premier film qui met cet aspect-là vraiment en avant. Dans les autres films, on dit oui, c'est l'organisme parfait, c'est un chasseur, blablabla. Mais là, c'est plus un chasseur, c'est un stratège, c'est un joueur d'échecs le xénomorphe. Il est capable de faire des plans avec d'autres xénomorphes pour attirer les survivants pile poil au milieu du nid avec les œufs. C'est un génie à ce stade-là. Et on peut pas parler des xénomorphes dans Alien 4 sans parler de cette espèce de créature dégueulasse à la fin du film. Comment il s'appelle ? Le Newborn. Non seulement la créature est terrifiante et surpuissante, mais en plus elle a un côté vraiment humain. Et la relation qu'il y a entre Ripley et cette créature est un peu ambiguë et c'est vraiment chelou. Et évidemment, une créature comme ça a droit à une fin monstrueuse et la façon dont elle meurt dans le film, c'est marquant. Tout est dans le regard Ouais. en fait. Et te regarde avec, tu vois, genre de la douleur et tu dis ah putain le pauvre quand même, tu vois. Après, c'est pas un film qui est parfait non plus, Alien Resurrection. Effectivement, on perd un peu du personnage de Ripley qu'on avait avant, et on perd aussi un côté sérieux qui a pu s'installer dans les 3 premiers films. Mais c'est pas si grave, parce que s'il fallait sacrifier ça pour avoir une scène de Ripley qui joue au basket, bah il faut ce qu'il faut. On continue de grapper le podium du classement Alien avec la 2ème position qui revient à Aliens de James Cameron. Bon, à partir de là, il y a plus beaucoup de suspense, on est sur des grands films. Aliens, c'est la continuité directe du premier film Alien. À ce moment-là, Ripley a passé 57 ans en hypersommeil et est finalement retrouvée par la Terre. Elle retourne sur Terre, explique son histoire, sauf que personne ne la croit, sauf un type qui a quand même l'air d'être une sacrée raclure à la botte de la compagnie, qui s'appelle Burke. Elle découvre que la compagnie a installé une colonie de gens qui vivent sur la planète sur laquelle elle a vécu les horreurs du premier film, et quand la compagnie perd le contact avec la colonie, il décide de proposer à Ripley de la ramener sur la planète. C'est une super idée. Bon, Ripley de son côté, elle accepte parce qu'elle veut en finir avec cette histoire et elle veut être sûre qu'il n'y a pas de danger pour l'humanité avec ce putain d'alien. Donc elle est envoyée sur LV-426, la planète du premier alien, avec un paquet de Colonial Marines pour aller défoncer du xénomorphe. Sauf qu'évidemment, arrivé sur place, tout le monde s'est déjà fait buter et les xénomorphes sont partout. Assez rapidement, la moitié de l'équipe meurt, tout le monde se retrouve bloqué sur la planète, le tout avec la responsabilité de Newt, une petite fille seule survivante de la colonie. C'est la méga merde. En fait, on arrive sur des films, c'est compliqué d'en parler sans prendre 2 heures. Aliens, c'est probablement une des meilleures suites du cinéma d'horreur. C'est un film qui a réussi à s'inscrire dans la continuité du premier tout en proposant quelque chose de complètement différent. Aliens, c'est un film d'action super bien écrit avec des personnages qui sont tous attachants. Et le personnage de Ripley a énormément de profondeur dans Aliens. En fait, dans la version longue, on apprend qu'elle avait une fille et qu'elle a passé 57 ans en hypersommeil. Donc quand elle a été retrouvée, sa fille était morte du cancer depuis 2 ans. Et du coup, ça explique vachement bien la relation qu'elle tisse avec Newt, la petite fille qu'elle trouve, parce qu'il y a une relation mère-fille qu'elle a jamais eue avec sa propre fille finalement. En termes d'action, c'est super, ça tire dans tous les sens, ça crame partout, ça explose, t'as des aliens qui pètent, c'est vraiment cool. C'est super bien rythmé, on va d'une scène à l'autre sans s'essouffler et sans non plus s'emmerder. Et surtout, il y a des scènes de tension qui sont incroyables. Par exemple, il y a une scène où Ripley va se coucher avec Newt dans un labo. Bon, entre-temps, elle a découvert que Burke était un enfoiré à la botte de la compagnie et que c'est plus ou moins à cause de lui que tout le monde est mort sur la planète. Du coup, il décide de l'enfermer avec un facehugger et Newt, parce qu'il s'en fout. Et ça donne une scène super cool avec Ripley et Newt qui sont enfermés dans une pièce avec un facehugger et qui essaient de s'en échapper. Le facehugger est caché dans un endroit, on l'entend mais on le voit pas, d'un coup il surgit. Franchement, ça marche bien. Le film est complètement iconique, c'est le premier film dans lequel on voit une reine alien. Cette espèce de monstre dégueulasse, absolument gigantesque qui pond des œufs. D'ailleurs, il y a une scène qui est hilarante à la fin du film avec la reine alien. En haut, Ripley s'échappe de la planète avec Newt au bras, la reine alien la poursuit, et Ripley arrive au dernier moment à semer la reine alien en prenant un ascenseur. Et t'as un plan super drôle avec le deuxième ascenseur qui arrive avec un contre-champ sur la reine alien qui se retourne vers l'ascenseur. C'est un peu la petite vieille aigrie, tu sais, genre tu lui laisses ton strapontin, elle fait non, c'est pas la peine. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Alien, ça défonce. Si vous l'avez pas déjà vu, il faut absolument que vous alliez le voir. Mais c'est pas le meilleur Alien. En première position, sans aucun suspense, Alien, le 8ème passager. Le premier, l'original, celui que tout le monde adore. Alien, c'est tout simplement une tuerie. Allez, pour le plaisir, on se fait le pitch. Dans Alien, on suit l'équipage du Nostromo, qui est un espèce de gros vaisseau cargo qui ramène des marchandises jusqu'à la Terre. Mais à mi-chemin, ils se font réveiller parce que le vaisseau reçoit des signaux de détresse d'une étrange planète. Contractuellement,
Seulement, ils ont pas le choix d'aller voir ce qui se passe, sous peine de se faire sucrer complètement leur paye. Du coup, ils descendent sur la planète et explorent et finissent par tomber sur un étrange vaisseau spatial. Un vaisseau spatial complètement vide, à l'exception d'une salle remplie d'aliens quoi, enfin vous connaissez quoi. Un des membres de l'équipage se penche au-dessus de l'œuf, se fait attraper par un facehugger, vous connaissez l'histoire. Il le ramène au vaisseau, un xénomorphe finit par sortir de son torse, et c'est la merde. Alien, c'est un film que j'ai dû voir 50 fois, sans déconner. C'est le film qui nous a fait tomber amoureux du xénomorphe, c'est le film qui nous a fait tomber amoureux du personnage de Ripley. C'est un film qui mine de rien a été réalisé avec pas beaucoup de moyens et qui a réussi à accomplir des trucs incroyables. Un film qui a réussi à établir un univers étendu, un vrai lore, alors que c'était genre le deuxième film de Ridley Scott je crois. Malgré tout, malgré le fait que ce soit un film d'horreur super efficace, il y a quand même un côté feel good qui s'en dégage et je pense que ça vient notamment des personnages en fait. Dès le moment où ils se réveillent, où ils commencent à parler entre eux, il y a quelque chose d'organique, il y a quelque chose qui se passe, ils sont sympathiques. C'est un peu les intérimaires de l'espace et nous ça nous parle ça. Clairement t'as envie de te poser avec eux autour de la table, de bouffer leurs céréales et de taper un jeu de cartes avec quoi. C'est un film un peu hybride qui mélange un peu les codes du slasher, du film de monstre, de la pure SF. C'est vraiment une alchimie qui est bien trouvée. Et vous savez quoi, on a beau s'être tapé tous les films aliens, et bah rien que d'en parler, j'ai envie de me le relancer. Enfin bref, je vois pas comment on aurait pu faire autrement que de mettre le premier Alien tout en haut du classement. Bon, comme vous avez pu le voir, c'était pas une vidéo super analytique, c'était plutôt un classement super subjectif de nos goûts à nous et de ce qu'on a aimé dans la saga Alien. Et c'était aussi plus un prétexte pour parler de la saga Alien dans son ensemble et de Alien Romulus parce qu'on l'a vu il y a pas très longtemps au cinéma. Si vous avez besoin de quelque chose de plus précis, éclairé et qui va un petit peu plus loin dans la réflexion, vous pouvez aller écouter le dernier épisode du Jumpscare sur le sujet. C'est des grands copains, suivez-les aussi sur les réseaux sociaux et faites-leur de gros bisous. Ok, on se refait le classement. Alien, Alien 2, Alien 4, Alien Romulus, Alien 3, Prometheus et Covenant, c'est ça notre classement final. Dites-nous en commentaire quel est votre classement à vous et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les films et sur la vidéo si elle vous a plu. Et si ça vous a plu évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Thread, Twitter, surtout Instagram. Vous êtes presque 1500 sur la chaîne, c'est complètement dingue, c'est énorme, on espère que notre contenu continue à vous plaire, on va continuer à en faire pour vous en tout cas. N'hésitez pas à nous faire des retours pour qu'on puisse s'améliorer et faire des vidéos que vous avez envie de voir tout simplement. On a plein de trucs de prévus jusqu'à la fin de l'année et pour l'année 2025, vous inquiétez même pas. Si vous avez kiffé le visuel de la vidéo et les décors, n'hésitez pas à vous abonner à Softie Elevated sur Instagram. C'est elle qui fait tous les décors des vidéos et elle va poster des vidéos et photos making of de ce décor. Oui, ça vient. Voilà, abonnez-vous, ça vient. Et en attendant, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!